Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous donne un instant pour vous asseoir. Il y a peut-être d'autres... Voilà. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier Céline Lefebvre, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et la souhaiter un rétablissement rapide et complet. Aussi les organisateurs du congrès du Collège des humanités médicales pour cette invitation de venir vous parler de mon travail. Je m'appelle Anne-Marie Jutel. Je suis professeure de la santé à Victoria University of Wellington en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai aussi l'honneur d'être venue de très, très loin. Mais je voulais vous parler un petit peu de mon parcours pour vous expliquer pourquoi et comment j'arrive à parler des sciences sociales dans l'éducation des soignants. Je suis moi-même soignante. J'étais formée en tant qu'infirmière ici en France, à l'école de Nantes, il y a bien longtemps. J'ai aussi pratiqué le métier d'infirmière aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai fait ça sur 3 continents différents, dans 3 contextes très différents. Et j'ai fait mes études universitaires quelques 20 ans après. J'ai fait des études d'éducation physique, mais mon doctorat était à moitié sociologie, à moitié histoire culturelle, à moitié, je ne sais pas trop. Mais ça m'a permis, ou ça m'a offert une position privilégiée de par cette perspective tellement internationale et multidisciplinaire. Je travaille toujours en tant qu'infirmière d'urgence à la campagne. C'est moi le secouriste qui vient si vous appelez au 15 pendant les vacances de Noël. Et les vacances de Noël, c'est les vacances d'été pour nous. Ça va? Le problème, c'est que le micro, ça marche plus. Ah oui. Je recommence? J'ai oublié de vous dire que je ne suis pas française de naissance. Vous avez peut-être détecté un petit accent. Je vais essayer de ne pas faire trop de fautes. Vous me les pardonnerez si j'en fais. Mais s'il y a des problèmes de compréhension, vous me poserez des questions après. Ma présentation aujourd'hui s'intitule Diagnosis, Truth and Tales, en français, Diagnostic, Vérité ou Fable. C'est aussi le titre de mon livre qui est paru chez University of Toronto Press et qui n'est pas disponible. On espérait avoir quelques exemplaires à vous montrer, mais il y a eu un petit problème. Et ils ne sont pas arrivés, je ne pense pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais présenter aujourd'hui des idées sur les sciences humaines et sociales plutôt que des méthodes d'enseignement. Mais voilà, j'espère que ça va être des idées nouvelles pour vous et j'espère évocatrices. Oui, mais il faut que j'appuie sur le bouton. Ce qui est important dans mon travail, c'est l'étude du pouvoir. Où est-ce qu'il sied et par qui est-il administré? En ce qui concerne le pouvoir du soignant, et comme nous allons le voir aussi le pouvoir du diagnostic lui-même, il est bien caché de ce qu'il exerce. Au fait, la plupart des soignants ne vont pas reconnaître leur pouvoir en tant que tel. Ils vivent ce pouvoir plutôt comme une lourde responsabilité, une responsabilité de soins. Ils n'ont pas assez de distance critique pour voir que cette responsabilité est en fait un exercice de pouvoir. Et ce n'est pas surprenant. Il est difficile comme le dit l'anthropologue Mary Douglas, elle est connue de vous en francophonie, oui, bien sûr. Il est difficile, et cela peut sembler impossible, pour un individu de dégager ses propres pensées des ornières habituelles de sa culture. Comment peut-on se retourner sur ses propres pensées pour contempler leurs limitations? Quelle que soit la discipline ou la profession, retourner ses pensées sur soi-même est une tâche lourde et difficile. On ne peut pas poser les outils qu'on utilise pour travailler pour étudier les outils avec lesquels on travaille. Et ça, je pense, mon travail, justement, a pour but de révéler ces ornières et donner une distance critique qui permet aux soignants de se retourner sur ses propres pensées. Il y a des tentatives de retournement, si je puisse le dire, par les spécialistes de la médecine, et ils sont souvent insuffisants. Ces tentatives où les médecins ne possèdent pas suffisamment de techniques disciplinaires
que ce soit faute d'enseignement ou faute de réflexion, ça je ne connais pas la réponse, mais on peut voir des tentatives qui sont assez décevantes. Et en fait, un article qui va paraître dans JAMA Internal Medicine le mois prochain, que j'ai pu voir, qui a parlé de l'art et comment l'appréciation de l'art pouvait nous aider à comprendre le diagnostic. Mais en fait, l'analyse de l'art était d'une banalité insuffisante pour en fait faire un argument utile. Et en fait, c'était plutôt un problème de colonisation de par l'empiricisme, ce qui n'est pas le but souhaité non plus. Il ne suffit pas de dire « je réfléchis socialement » pour réfléchir socialement. Et je pense que c'est là, par excellence, où le travail du sociologue peut rendre service. Alors là, je cite encore des sociologues bien connus, Glaser et Strauss. C'est ceux qui ont développé la théorie de grounded theory, la théorie ancrée, je pense qu'on dit en français, c'est ça? Oui. Dans le livre Awareness of Dying, c'est 1968, ils ont sorti cette phrase que j'adore. Un sociologue contribue le maximum quand il raconte ce qu'il observe d'une façon qui résonne avec le soignant, mais aussi d'une manière que le soignant n'aurait pas pu lui-même écrire. J'ai pris des libertés avec ma traduction, mais c'est une condensation de plusieurs paragraphes. Et je crois que c'est très important de penser qu'un sociologue peut voir des choses différemment, peut révéler des choses qui résonnent, qui marchent, qui sont logiques et qui aident le soignant, mais que le soignant ne peut pas voir sans les disciplines et les techniques de la sociologie. Je veux parler aujourd'hui du diagnostic et de son pouvoir et aussi le pouvoir du médecin en relation avec le diagnostic à travers l'analyse que j'utilise moi en sociologie. C'est une analyse de représentation, les représentations qui nous sont offertes par les écrits des médecins et des malades, mais aussi par la culture populaire, la culture populaire. Alors, commençons avec le diagnostic. On pourrait imaginer, si on ne se retournait pas suffisamment sur ses propres pensées, que le diagnostic n'était qu'un simple nom affiché à une maladie connue, mais ceci ne sera pas suffisamment réfléchi. Le diagnostic est un accord social, un consensus, un exercice de pouvoir, plutôt un exercice de pouvoir. Comme le dit si bien mon collègue Robert Aronowitz de l'Université de Pennsylvanie, des facteurs biologiques et cliniques définissent quels symptômes pourront être inclus dans une conceptualisation de la maladie, mais c'est les influences sociales surtout qui déterminent quelle constellation de symptômes arriveront. Non, j'ai changé ça. C'est surtout les influences sociales qui déterminent ceux qui se feront reconnaître en tant que maladie. Nous avons édité dans le train avec un francophone de naissance, donc je pense que la traduction est mieux là-bas que ce que je viens de lire. Mais décider ce qui compte en tant que maladie dépend donc de ce que l'institution de médecine est d'abord capable de voir. Et par capable, je ne parle pas qu'en termes techniques, mais je veux dire aussi disposé à voir. Cette disposition, à son tour, est liée aux tendances du moment, aux croyances et aux réputations de ceux qui croient, aux influences externes sur ceux qui croient et qui parlent des symptômes et de leur signification pathologique. Ensuite, ces maladies ainsi conçues s'insèrent dans des systèmes de classification tels que le International Classification of Diseases, Diagnostic Statistical Manual et de nombreuses autres taxonomies et nosologies. Leur existence n'est plus remise en question et des débats éventuels sur la nature ontologique des conditions sont fermés à partir du moment où on a des diagnostics qui constituent les classifications de la médecine. C'est des vérités. Je veux aussi faire une distinction entre diagnostiquer et diagnostic. Cette distinction peut sembler superflue aux scientifiques, mais il est nécessaire. La nécessité est plus impérative en anglais car ces deux mots sont homonymes.
diagnosis comprend aussi bien la procédure de diagnostic que les catégories diagnostiques. Je me permettrai de souligner la différence tout au long de ma présentation, car il est indispensable à la réflexion complète sur le sujet du diagnostic. Ça, c'est les mots de Mildred Blackster, que j'espère que vous connaissez. Elle était longtemps l'éditrice de Social Science and Medicine. Et elle a souligné à l'anglophonie dans son article séminal de 1978, Diagnosis as Category and Process. Elle a utilisé le cas de l'alcoolisme pour souligner comment le diagnostic nous donnait quelque chose de très utile à étudier et à comprendre dans la pratique de la médecine. Et donc, tout bon sociologue de médecine aurait dû lire cet article s'ils ne l'ont pas déjà fait. Diagnostiquer dépend du diagnostic. Le fait de décrire est influencé par les descriptions disponibles. Les catégories disponibles sont à leur tour le résultat de la procédure du diagnostic. Les catégories sont, dans un sens, le résultat de la procédure. C'est une relation circulaire, mais importante. Et j'ai ajouté à cette sociologie du diagnostic un troisième facteur, ce qui est la conséquence diagnostique ou du diagnostic parce que c'est les deux. Si vous voyez un petit peu déjà entre le diagnostic, catégorisation et les conséquences sociales, c'est toujours en rotation, les uns influencent les autres et ne sont permis, bien sûr, que par la procédure de diagnostic QUE au milieu. Sous la rubrique diagnostic IC, vous voyez 4 carrés, mais ce n'est pas limité à ces 4. C'est une catégorisation, tout comme le diagnostic, et c'est ce que j'ai essayé de généraliser à travers ces 4 catégories, des moyens par lesquels des diagnostics sont possibles. Un diagnostic n'est pas possible s'il n'est pas dans un taxonomie, nosologie, système de classification reconnu par la médecine. Un diagnostic IC n'est pas possible si la maladie n'est pas reconnue comme telle, s'il n'est pas découvert en tant que maladie. Et découvert, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas simplement la découverte technologie, mais l'idée d'accepter que quelque chose doit être découvert, comme l'alcoolisme que Blackster a décrit en 1978 comme maladie, pas pour la première fois, mais c'était un début de l'idée qu'une dépendance sur l'alcool pourrait être une pathologie plutôt qu'une faute de caractère. Dépistage et surveillance. On découvre des maladies de par le dépistage et vous connaissez sans doute le travail de David Armstrong qui parle de la médecine de surveillance où la personne n'est jamais tout à fait en bonne santé. La surveillance nous transforme tous en malades potentiels. Et bien sûr, les technologies de diagnostic qui permettent l'existence de maladies. On n'aurait pas pu imaginer des microbes avant l'arrivée de la microscopie, par exemple. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qu'on imaginera un jour. Dans les conséquences sociales post-diagnostic QUE, nous avons bien sûr l'allocation de ressources, que ça soit même une simple prescription, ordonnance, hospitalisation, toute une gamme de services qui nous sont permis après le diagnostic IC-QUE, les deux. L'éducation se passe à travers le diagnostic ainsi que l'exploitation. La légitimisation, la stigmatisation, je ne passe pas de temps dessus, je pense que c'est assez évident, mais la transformation, on va en parler plus longuement. C'est la base de ma présentation aujourd'hui. Je vais vous parler du pouvoir transformateur du diagnostic, mais permettez-moi quelques diapos de plus avant d'y arriver. Alors, pour parler un petit peu plus de la sociologie du diagnostic IC, il y a encore un grandissant de publications et de chercheurs qui se consacrent à l'étude du diagnostic de ce point de vue critique. J'en cite quelques-uns ici, mais bon, j'en ai choisi au pif quelques-uns que j'aime et qui m'intéressent. Il y a des centaines, des milliers sans doute. Mais ils voient le diagnostic, c'est moins travailler sur un diagnostic, mais travailler sur les diagnostics et le pouvoir ou la place du diagnostic dans le système médical.
dans les croyances du patient, dans l'allocation de ressources. Ça, c'est la sociologie du diagnostic. Alors, je veux maintenant parler donc de ce site de pouvoir intéressant pour scientifiques ainsi que pour soignants. Il s'agit d'un moment plus ou moins précis dans la procédure diagnostique, le moment où le médecin annonce une maladie grave. Pourquoi est-ce que c'est un site de pouvoir? Le pouvoir de ce moment est lié au récit qui l'accompagne. C'est un récit dominant et puissant. Révéler le récit, l'analyser, l'expliquer, expliquer son lien avec le pouvoir est un premier pas vers sa neutralisation, ce qui est en fait mon objectif. Neutraliser le pouvoir de ce moment difficile de diagnostic. Alors voilà un tableau que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Je pense que vous pouvez comprendre ce qui se passe ici, même que ça vient d'une autre époque, même que c'est artistique. Vous savez de quoi il s'agit sans que j'ai besoin de dire plus, et sans, j'espère, l'avoir vécu vous-même. Moi, je n'ai pas vécu ce moment, mais je comprends ce que c'est. Le médecin dans ce tableau vient de donner au jeune homme un diagnostic grave. Clairement, ce diagnostic est aussi lié à un pronostic grave aussi, car le titre est verdict de mort. Pourtant, pour qui consulte son médecin, il se savait déjà malade. Il pouvait imaginer le verdict, mais c'est l'annonce du diagnostic que représente le couteau dans la plaie, au-delà même de la maladie. Je vais vous expliquer un peu pourquoi ce tableau et le récit qu'il représente est intéressant pour un sociologue et par extension pour un soignant. Et je commence dans mes propres études d'infirmière. Il y a des Nantais ici? Vous reconnaissez? Pas de Nantais, c'est la clinique Bretéché. Et j'ai anciennement siégé dans cette clinique, le centre Catherine de Sienne, mais je n'avais pas une photo ancienne. Et le centre Catherine de Sienne était une clinique cancérologique. Non, cancérologique, oncologique. J'ai travaillé en tant que bichette. C'est ce qu'on appelait les élèves infirmières dans le temps. Je ne sais pas si on les appelle toujours des bichettes. Je pense que non. Non, c'est bien. Il y a du progrès. Mais à la clinique Catherine de Sienne, le personnel soignant n'avait pas le droit de prononcer le mot cancer. Alors c'est 1979, 80 peut-être, mais on ne prononçait pas le mot. Et je me souviendrai toujours d'un pansement qu'on a fait pour une dame avec le sein complètement ravagé, complètement détruit par le cancer. Et le médecin lui a dit « Madame, vous avez bien fait de venir nous voir. Heureusement qu'on a pris ça pour pas que ça devienne quelque chose de plus grave. » Ouais. Donc, c'était ça qu'on disait dans le temps. En fait, on le dit toujours, et je le sais bien parce que j'ai de la famille âgée en France auquel on cache leur diagnostic, pas cancer, mais des choses aussi graves. Et en fait, le but des soins, c'est de protéger à tout prix le malade de l'annonce diagnostique. Alors, ça m'a surpris, je pense, attendez, je ne sais pas si j'ai mis, ah oui, j'ai peut-être mis mes diapos à l'envers, mais ce n'est pas vrai. Cette citation qui vient d'un monsieur Simon, un docteur Simon, cité dans un article de 1964, mais écrit bien longtemps avant, en 1845, nous donne une idée des croyances bien établies dans la déontologie médicale de la France et qui existaient encore, qui existaient encore dans les années 80. La plupart des malades atteints d'affections incurables conservent jusqu'à la fin l'espérance de retrouver la santé et la médecine ne saurait sans cruauté détruire cette espérance, quelque peu fondée qu'elle soit. C'est même ici surtout qu'il doit poser, le médecin, doit poser chacune de ces paroles dans la crainte qu'un mot imprudent ne révèle au malade l'affection grave dont il est atteint. Bon, 1845, 1980, mais en fait, les mêmes croyances. 20 ans après mes études d'infirmière, j'étais sollicitée pour faire une expertise sur un manuscrit par des Français pour Social Science and Medicine, justement, sur quelque chose qui s'appelle le dispositif d'annonce. Vous en êtes au courant? Oui. Alors, le dispositif, vous connaissez tous? Oui, c'est connu? Bon, moi, je me suis dit, il y a
une transformation de l'approche en France. C'est fascinant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de comprendre. Alors, le dispositif d'annonce, que vous savez sans doute mieux que moi, était instigé ou initié par le public et puis imposé par décret. Ici, et ça je l'ai retiré de l'Institut national pour le cancer, dans les recommandations pour la mise en œuvre d'un dispositif d'annonce, ce dispositif d'annonce doit permettre au malade d'avoir les meilleures conditions d'annonce de sa pathologie en lui faisant bénéficier à la fois d'un temps médical d'annonce et de proposition de traitement, d'un temps soignant de soutien et de repérage des besoins du patient, de l'accès à des compétences en soins de support, tout autant qui doit permettre une meilleure coordination entre la médecine de ville et les établissements privés et publics. Alors, j'ai trouvé ça un sujet fascinant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette transformation dans la façon d'aborder l'annonce du cancer en France? J'ai regardé le décret et pour résumer, parce que j'ai beaucoup de mal à lire cette chose tellement légale en français, pour être oncologue reconnu, vous avez besoin d'avoir un moyen de faire la disposition d'annonce comme précisé, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un temps médical où vous parlez de votre diagnostic avec votre médecin et du traitement, et ensuite vous êtes entouré par tout un tas de soutiens importants, une infirmière d'annonce, une assistante sociale, un psychologue, beaucoup de choses pour soutenir le malade. Alors, ce que j'ai tenté de faire, c'est de faire un peu de recherche sur les perspectives médicales, les perspectives des soignants, les perspectives des malades en rapport avec cette annonce. Et ce que j'ai pu rapidement constater, c'est que malgré un changement d'approche, il y avait une persévérance importante de la croyance exprimée par Simon en 1845. Donc, lorsque l'annonce, ça c'est 2006, je crois que c'est Françoise Bétévy, donc une personne qui a fait beaucoup de travail, même militante, si je lis ça bien, sur le besoin de faire un dispositif d'annonce selon des critères bien précisés. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Lorsque l'annonce du diagnostic est faite sans préparation ni ménagement, sans amorce de relais, elle peut devenir traumatisante. À l'inverse, en respectant un cadre fondé sur les besoins du patient, l'annonce pourra contribuer à atténuer le choc initial. Donc, ce qu'on voit, c'est que le diagnostic est quelque chose qui transforme la personne. C'est traumatisant, c'est un choc. Si on regarde d'autres papiers écrits à ce sujet, on peut voir que le mot cancer fait trauma. Il y a un besoin de régulation émotionnelle, il y a des traumatismes lors de l'annonce. En fait, ça n'a pas changé. Le diagnostic est toujours un moment traumatique et ça m'a fait penser au pouvoir transformateur du diagnostic. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. J'emprunte les mots encore d'un autre chercheur, Suzanne Fleischmann, qui était linguiste et francophile à Berkeley. Elle a eu une maladie très grave, une leucémie quelconque qui a mis fin à ses jours, mais elle a beaucoup écrit sur l'expérience du diagnostic. Et ce qu'elle a dit, c'est si on dit à la personne « vous avez un cancer » ou toute autre maladie grave, ces mots transforment la conscience de la personne, son regard sur l'avenir, ses relations avec sa famille et ainsi de suite, pour toujours. Ces paroles servent à diviser une vie en deux, une division qui sera dorénavant inscrite dans l'identité de l'individu et son histoire pour toujours. Alors ce pouvoir transformateur qui m'a été souligné par les paroles de Suzanne Fleischmann est la chose que j'ai commencé à étudier. Je vais vous démontrer cette présence transformateur et le récit qui l'accompagne dans diverses guises. Je vais souligner comment ce récit va au-delà de la médecine française et s'échappe carrément de la médecine.
Je vais aussi, à la fin de ma présentation, vous proposer un récit alternatif qui est peut-être plus utile. Alors, en 1845, on a vu ce que disaient les Français, mais en 1844, on peut vous montrer ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils disaient aux États-Unis, c'est John Harrison, MD, qui parlait aux étudiants de l'école de médecine de Ohio. Quand la mort s'approche de votre malade et des amis anxieux vous supplient de lui révéler le danger imminent, déclinez, à part si votre patient fait directement appel à votre franchise. Ou bien, en Angleterre, et ça c'est dans le code d'éthique médicale, il ne faut pas oublier que la vie qui s'échappe du malade peut être raccourcie non seulement par les actes, mais aussi par les paroles et le comportement du médecin. Il faut donc qu'il évite à tout prix tout ce qui pourrait décourager son malade. Bon, c'est ancien, mais de nos jours, on voit aussi partout dans la culture populaire, et je dois souligner que ces unes ne sont pas issues de la presse à scandale. Donc, dans le monde anglophone, on voit souvent des papiers comme ça, des articles comme ça à la une. À droite, je crois que c'est à droite, on a la jeune fille avec son monde déchiré par un diagnostic de cancer. On voit au milieu un homme célèbre d'affaires, propriétaire d'une équipe de sport, qui rend le contrôle de son équipe professionnelle. Et on voit en haut, si vous êtes fan de rugby comme moi, vous allez connaître Popo Ali'i. C'est un joueur de rugby d'Otago, mon équipe préférée aussi. Oui, allez les Blacks. Pardon, allez la France, j'ai oublié. Donc, mais Buxton Popo Ali'i a dû arrêter sa carrière sportive à cause de d'une maladie du cœur. Et en fait, dans ces articles, on est toujours en train de parler de ce moment transformateur, de ce avant et après, et la vie qui est transformée. Donc encore un exemple de pouvoir transformateur. Mais là, et vous connaissez peut-être certains de ces films, Médecin de campagne, c'est français, Cléo de 5 à 7, c'est français, House, connaissez Breaking Bad? Breaking Bad, c'est le meilleur exemple, je pense, parce que vous savez, ça commence avec un diagnostic de cancer dans un professeur de chimie qui devient fabricant et trafiquant de drogue afin de payer ses traitements. Mais en fait, sa personnalité est complètement formée à partir du moment qu'il a le diagnostic. Ce n'est pas la nécessité d'argent, c'est, dans ce cas, je pense, la révélation de quelqu'un d'autre de par son diagnostic. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que médecin de campagne, c'est connu en France ou pas? Oui, oui. Bon, pour commencer, c'est du plagiat. Vous avez vu le scène des diagnostics? Et si vous avez vu le scène des diagnostics en médecin de campagne et en Breaking Bad, c'est exactement le même scène. Donc, mais vous m'entendez? Vous avez vu? Vous entendez ce que je dis? J'ai besoin que vous compreniez. Oh, c'est quoi? Vous avez un marque sur votre blouse? Bah, c'est la même chose. Mais en fait, c'est aussi la même chose dans la manière où le personnage principal est transformé par son diagnostic. Il apprend à aimer, il apprend à s'aimer, il apprend à être un bon médecin, mais un autre médecin que le médecin d'avant le diagnostic. Donc, c'est utiliser l'usage qui est fait du diagnostic dans le récit de la maladie. C'est un usage ou c'est un but transformateur. Donc, pour revenir à mes propos, la transformation du diagnostic est renforcée par la culture populaire ou par Alice, qui a sa maladie d'Alzheimer. Ça révèle qui elle est, mais aussi qui sont les membres de sa famille. Ça révèle la force et la générosité de sa fille et l'égoïsme de son mari. Donc, c'est toujours à propos de la transformation. Je passe sur les autres, mais en fait, je pense que vous allez commencer à voir, si vous regardez des films où il y a un diagnostic, que ce diagnostic a pour but de transformer soit le personnage, soit le récit, mais c'est toujours à but transformateur. Ce n'est pas là par accident. C'est là pour une raison. Alors, je vous montre une affiche qui venait d'une campagne de santé, une campagne de dépistage du cancer
de ça. C'est un peu compliqué en anglais même aussi. Là, le titre, c'est Soulagement ou désespoir, une mammographie pourrait faire la différence. C'est assez affreux comme affiche, mais bon, ça dit la même chose. C'est miser sur l'idée qu'avoir un diagnostic du cancer va être un moment transformateur, et peut-être qu'une mammographie nous mènerait à éviter ce moment catastrophique. Alors même dans la littérature, et là, je suis désolée, je n'ai étudié ça que dans des livres anglophones, mais c'est intéressant, j'ai parlé à une collègue du département d'anglais de l'école. Je lui ai demandé comment je pouvais trouver des livres avec des diagnostics dedans. Est-ce qu'il y a une base de données quelconque? Je lui ai demandé. Elle dit non, il faut que tu lises et que tu demandes autour de toi et puis les gens vont te dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu ne pas trouver de diagnostic dans les romans qui m'étaient présentés. Ian McEwan, peut-être que j'ai pris ça moi-même, mais Gilead, je l'ai pris parce que c'est en remise à la librairie. All That I Am, ça m'a été conseillé par le libraire que j'aime. Michael je ne sais pas comment dire son nom, All Alone on the Wide Sea. C'est ma petite fille qui étudie ça pour l'école. Donc j'étais à lui rendre visite, j'ai lu son bouquin. Tiger's Wife, une copine me l'a donné, j'étais de passage chez elle. Tiens, c'est un bouquin que j'ai aimé. Mais tous ces livres ont des diagnostics. C'est fascinant comment ils s'en servent dans l'usage littéraire. Il y a, par exemple, McEwan. Vous avez peut-être pas lu ça, mais il y a une scène superbe. C'est un neurologue qui, le dimanche matin, va au marché et il rentre dans la voiture devant lui. Il y a un embouteillage et les gens qui sortent de la voiture devant lui vont le tabasser. C'est des loupards, ils ne sont pas contents, ils sont 4, mais il reconnaît les symptômes de Huntington's disease dans le leader de ce groupe. Et en fait, il fait un diagnostic sur le trottoir qui désarme tout de suite, complètement et totalement les malfaiteurs. Et pour l'instant, au moins, il le laisse tranquille. Donc, ça a transformé encore. All That I Am, pour en prendre un autre, c'est un livre sur une femme à qui on donne un diagnostic d'Alzheimer. Et en fait, ça lui permet de devenir quelqu'un d'autre elle-même. Elle ne se rappelle pas du jour le jour, mais elle se rappelle de son passé. Et elle a vécu en Angleterre pendant le Holocauste, et sa cousine, qui était militante, a été tuée par, je ne sais pas quelle complicité entre les Anglais et les Allemands, mais ça lui permet de raconter son histoire. Ça enlève la brume, si vous voulez, et ça lui permet de retourner et raconter une histoire qui a besoin d'être racontée. Toutes ces histoires, que ce soit Susan Hill, c'est un rien du tout, c'est un livre qu'on achèterait à la gare pour s'amuser quelques heures entre Nantes et Paris. Et c'est un policier. Et là, le diagnostic est utilisé pour faire des parallèles entre le travail du policier et le travail du médecin, le pouvoir de déterminer ce qui est bon, good and bad, right and wrong, white and black. Donc, encore une fois, on a un pouvoir du diagnostic qui est offert de par les usages littéraires. Donc, c'est partout. C'est partout, le pouvoir du diagnostic, c'est dans la culture populaire, c'est dans les écrits des médecins, c'est dans les écrits des malades qui sont à la poursuite d'un diagnostic pour expliquer, pour légitimiser ce qui les arrive. Et je ne sais pas, j'ai peut-être parmi vous de nombreux, ou peut-être tous, qui sont en train de dire, bah oui, mais un diagnostic grave, c'est obligatoirement transformateur. Oui, on ne peut pas s'en échapper. Je peux pas. Combien d'entre vous pensent ça? La plupart? Vous n'osez pas? Oui, bon. C'est un peu difficile, mais en fait, ce n'est pas le diagnostic, c'est le pronostic. C'est deux choses différentes. Pronostic, ils sont liés, d'accord, et reconnaître tout ce qui est lié au diagnostic est important, est une réflexion sociale. Mais en fait, je vais vous parler d'une façon légèrement différente de la possibilité de décrire le diagnostic en d'autres termes. Est-ce que vous connaissez Harvey Carroll? Non? Philosophe de Bristol, anciennement de
ANU en Australie, qui parle de la relecture du diagnostic. Ces pensées ne sont pas que dans l'abstraite, elles-mêmes souffrent d'un, et je ne sais pas comment dire ça en français, mais je vais essayer, je pense qu'il y a 42 lettres, lymphangioléomyomatose. Vous reconnaissez? Oui, bah, c'est une insuffisance pulmonaire grave qui mène à la mort et qui arrive dans des femmes de 35-40 ans, et c'est très grave. Greffe de poumon possible, mais pas facile. Donc, elle souffre de ça. Donc, c'est plutôt grave. Mais elle explique d'abord l'hypothèse d'adversité de Jonathan Haidt, que je n'ai lu qu'en source secondaire à travers Carroll. Il maintient que les gens sont plus résilients qu'ils ne le croient et qu'ils sous-estiment leur capacité de gérer des circonstances adverses. Ils ne se rendent pas compte du développement personnel qui suit souvent une période de grosses difficultés, que ce soit le divorce, le deuil ou la maladie. Il postule que les gens ont besoin d'adversité et même peut-être du traumatisme pour accéder à l'épanouissement personnel. Alors, ce que dit Carroll, Carrel plutôt, c'est que le diagnostic révèle dans l'individu des capacités auparavant cachées. Les gens sont obligés de parler franchement au propos des sujets importants tels que la mort. Ils ont besoin de demander de l'aide, de s'ouvrir envers leurs proches. Il y a aussi un changement de priorité et de valeur et une concentration sur le présent. Toutes des choses bien utiles. Donc, ce qu'elle dit, Harvey Carrel, c'est que le diagnostic contribue à la création d'une nouvelle forme de vie pour le malade, avec des effets positifs, productifs et surprenants qui sont impossibles à anticiper. Et elle parle du malade, mais elle parle d'elle-même en même temps. Alors, je veux me retourner une dernière fois vers la culture populaire pour voir une relecture, pour voir la possibilité de relecture et de réécrit de diagnostic. Mais on pourrait penser aux héros classiques qui, plutôt que d'être transformés par l'adversité, se découvraient et se définissaient à travers l'adversité. Mais dans nos héros contemporains, on a Superman. Alors, je ne sais pas comment te le dire, Superman. Ton voyage au soleil t'a exposé à des niveaux de radiation critiques. L'apoptose a commencé. Il n'y a qu'une conclusion possible. Alors Superman, il se voit sa vie divisée en avant et après. Il se voit transformé de par son diagnostic. Mais non. Il ne me reste plus qu'une chance de sauver le monde, dit-il. Donc, en fait, c'est une relecture. Dans la mort de Superman, il n'y a pas la transformation de son personnage. Il est resté lui-même. Il dit « Je me transforme en énergie pure ». En fait, il transforme, mais vers le bien plutôt que vers le mal. Alors, je vais finir avec cette dernière diapo. Les diagnostics, que ce soit d'une maladie grave ou banale, constituent une ornière habituelle de pensée. C'est dans ces ornières que sied le pouvoir. Le travail du sociologue pour la science et pour le soignant est de niveler ces ornières pour donner une voix à d'autres façons de penser et d'agir. C'est tout. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette conférence très stimulante et très réjouissante et transformatrice aussi de nos visions du diagnostic. Et j'ouvre la discussion. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors il y a des micros qui circulent. Un micro qui vient là.
bonjour, Anne Maillère de l'Université de Toulouse. Je voulais comprendre ce que vous voulez dire par le travail des sociologues, c'est de niveler ces ornières. Parce que du point de vue de la sociologie, on pense que, enfin, il y a en tout cas une série d'écoles qui pensent que dans toute relation sociale, il y a du pouvoir, Oui. nécessairement. Et que donc, peut-être le travail des sociologues, c'est de donner à voir et à penser ce pouvoir et pas le niveler. En tout cas, d'autant qu'en fait, quelque part, ce qu'on a vu ce matin, c'est beaucoup d'approches qui mettent complètement de côté la question du pouvoir, des rapports sociaux, des inégalités sociales. Et est-ce que c'est pas rentrer quelque part dans ce... Peut-être un peu, parce qu'en fait, un sociologue peut observer. Ça peut être son travail que d'observer, communiquer, mais je pense qu'il faut aussi voir la possibilité que la sociologie peut nous offrir. Et si on n'a qu'une ornière, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas d'issue possible. Donc ça permet de penser à d'autres issues. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de diagnostiquer, et je ne le crois pas d'ailleurs. Je ne le crois pas que c'est une bonne idée, mais je pense qu'il est important de reconnaître le contenu social dans les actions qu'on fait tous les jours sans réfléchir. Et s'il y a d'autres possibilités, faire part de ces possibilités, ça aurait été peut-être plus gracieux de parler d'une faire-part de possibilités plutôt qu'un effacement. Mais je pense qu'on a envie ou on a besoin de penser en dehors des ornières. Et on peut rester autrement emprisonné par des façons de faire qui ont des conséquences indésirables pour soignants comme pour malades. Donc je ne sais pas si j'ai peut-être trop dit, mais je pense que c'est important au moins de démontrer la possibilité. D'autres questions? Oui. Jean-Michel Oui, Nicolas Von Arx de l'Université Laval à Québec. Alors on comprend bien cette question de l'identité mise à l'épreuve en fait dans le temps des maladies graves. Je voulais revenir sur ce que vous avez souligné autour du pouvoir transformateur et peut-être du risque à souligner en fait tout l'aspect positif aussi qu'il y a dans la maladie grave, dans la mesure où on peut tomber dans le cliché de faire l'éloge aussi de la transformation, de la révélation et des découvertes en fait en cours de route, et d'ignorer aussi quand même toute la charge, le fardeau et tout ce qui est difficile aussi. Alors je comprends l'importance en fait de sortir du cadre et des catégories médicales, mais aussi de ne pas tomber aussi dans l'autre piège finalement, d'une certaine romance autour de l'itinéraire et puis de la maladie grave avec tout ce qu'elle impacte aussi. Donc je voulais faire ce commentaire aussi. Oui, vous avez bien raison. Mais je pense que c'est plus facile de voir le côté que vous soulignez que l'autre. Et c'est pour ça que je m'acharne à démontrer tous les côtés. En fait, ça reste quand même intriguant pour moi de voir les pratiques médicales en France où on dit souvent rien aux malades, même que c'est rentré dans les mœurs de dire quelque chose. Et même, j'avais un ancien entraîneur, un bon ami à nous, un monsieur âgé, avec lequel j'ai parlé de mon travail. Il était en fait assez troublé par l'idée qu'on dirait aux malades des vérités à propos de leur maladie. Il ne voyait pas le bien fondé. Un homme très réfléchi. Et je pense qu'on a, même si on a introduit le dispositif d'annonce, et il y a beaucoup de dispositifs d'annonce à propos de beaucoup de maladies différentes maintenant, le regard envers la maladie d'une façon un petit peu, est-ce qu'on dit équanime en français, serein, et quelque chose où on pourrait faire plus de travail, chercher une sérénité sans pour autant célébrer l'arrivée, je ne veux pas dire ça non plus, hein. Mais trouver une certaine sérénité envers le diagnostic, ce ne sera pas une mauvaise chose.
Je voudrais ramener une phrase d'une étudiante qui a suivi notre formation à l'art du soin en partenariat avec le patient à Nice et qui a dit tout malade est un bien portant qui s'ignore, en fait, qui a inversé la phrase habituelle. Et en fait, je pense qu'elle avait pu arriver à cette phrase par rapport au concept d'autonormativité de Philippe Barrier. Et en fait, cette idée qu'un patient accompagné de son médecin peut créer un nouveau diagnostic, une nouvelle absence de diagnostic, et notamment de pouvoir s'émanciper de certains diagnostics et de passer dans une seconde consultation, donc du stade de malade au stade de bien portant, grâce à un changement de normes. Et peut-être avec cette idée qu'un médecin, avec ce patient, pourrait réécrire une nouvelle encyclopédie médicale, une nouvelle encyclopédie des savoirs, basée sur des normes qui vont être nouvellement décrites entre le médecin et le patient. Voilà. C'est très intéressant et j'accepte une partie, une autre partie, je me pose encore des questions. Le fait de dire que le malade est un bien portant qui s'ignore, met beaucoup de poids sur les épaules du malade. Mais après, vous avez continué pour parler des normes, et des normes sont peut-être moins individualisées. Et je crois que la seule hésitation que j'ai par rapport à ce commentaire de votre étudiant, c'est l'idée que le malade doit tout faire, ou le malade et le médecin en duo peut tout faire, parce qu'en dehors de cet échange entre deux personnes, il y a tout un monde qui est toujours en train de dire ce que c'est que d'avoir le diagnostic, mettons, de cancer. Et j'aimerais bien changer la conversation à ce niveau-là aussi, qu'on peut être bien portant, qu'on peut être bien, qu'on ne perd pas son identité et on ne le remplace pas avec une identité, ou on n'est pas obligé de remplacer son identité avec une identité de cancéreux, de précancéreux, de survivant, qu'on peut rester soi-même. Donc, en fait, je suis un peu d'accord, et avec une petite réservation aussi. Est-ce que je me suis bien expliqué là? Oui. Je suis Ismaël Arboustin, je suis philosophe et scientifique, et en fait, je développe un outil qui va permettre d'évaluer la souffrance liée à la maladie chez les patients. Et je vais apporter, en fait c'est une remarque, j'aimerais bien avoir votre retour, parce que j'ai aussi un regard un peu international, et en enseignant ici dans le PACES, j'ai remarqué dans les copies des étudiants qu'en fait ils transmettent ce que vous dites. Je n'ai pas trop compris au début, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la manière dont on transmet, et où on explique, on dit les diagnostics auprès du patient, et je comprends maintenant le fond de cette pensée dans la tradition. En même temps, j'ai travaillé 2 ans et demi à INSERM, à l'hôpital, au centre de la douleur. Et c'est vrai que chez nous, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'il fallait poser les diagnostics. On était une 3e instance, c'est-à-dire médecin généraliste, après un spécialiste, et enfin la clinique de la douleur, après un grand parcours d'une grande souffrance et puis des batailles de la part des patients qui n'ont pas été compris, complètement réduits et puis accusés des hallucinations de toutes sortes. Là, c'est le diagnostic en premier, et je l'ai vu moi-même, qui a sauvé le patient. Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est un peu mitigé en France, hein. Et en même temps, il y a aussi le point de vue du cancer, où on voit aujourd'hui certains hôpitaux où on balance le diagnostic, surtout cancer du sein, de manière assez brutale. Alors, vous voyez, je ne sais pas, il faut... Oui, mais je vais, en fait, pour revenir, c'est un peu loin, hein. Pour revenir au petit modèle qui est quelque part, je pense que c'est là. Voilà. C'est la légitimisation qui est offerte par le diagnostic. Et les maladies pour lesquelles on ne trouve pas de diagnostic laissent souvent les malades dehors au froid. Par exemple, il n'y a pas non plus de traitement, on ne sait pas ce qu'on a. Ou il y a des médecins qui hésitent de traiter. C'est-à-dire que le traitement symptomatique
est déprivilégié par rapport aux symptômes, aux traitements liés au diagnostic. Et c'est pour ça aussi, je pense, comme vos malades ont dû vous l'exprimer, ils ont l'impression où c'est vrai que leurs problèmes ont été pris pour des problèmes psychiatriques parce qu'on ne pouvait pas trouver de catégorie de diagnostic pour expliquer leur douleur, leur malaise. Et le diagnostic transforme leur vie dans la mesure où ça leur donne une explication, ça organise ces symptômes dysfonctionnels, ça donne une façon de parler de ce qui leur trouble. C'est très difficile de dire, bah oui, mais j'ai des douleurs articulaires. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai des douleurs aux articulations, j'ai mal à la tête, je suis trop fatiguée, je ne peux pas me lever du lit. C'est beaucoup plus facile de dire, j'ai la fibromyalgie. Et ça donne aussi un certain cachet, c'est-à-dire qu'un mot latin qui clairement fait partie d'une taxonomie connue et reconnue par la médecine donne la possibilité d'être malade. Ça donne accès au rôle du malade, ça pardonne les déficits, ça explique les plaintes et ça a un pouvoir transformateur différent que celui dont j'en ai parlé, mais très important. Une minute. Question. Oui. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anne Piloty, je suis masseur kinésithérapeute Voilà. et docteur en sciences de l'éducation. J'ai vraiment apprécié votre présentation qui est très riche et ça me faisait penser à évidemment mes expériences, mais je pense qu'on en a tous de soins. Et cette transformation, je me demandais si ce n'était pas rendre du pouvoir au malade qui, comme il sait ce qui va se passer, peut devenir plus acteur, reprendre les choses en main, ce qui pourrait expliquer aussi certains patients à qui on a dit, voilà, vous avez un cancer et c'est terminé, et qu'en fait, on se rend compte que non, c'est pas terminé, et que même s'ils vont en réanimation et qu'on attend d'un jour à l'autre qu'ils meurent, eh bien, en fait, ils s'en sortent et ça dure encore des années après. Donc, c'est ce pouvoir du diagnostic qui transforme, du pronostic qui transforme, mais qui va, quelque part, pour certains, leur redonner du pouvoir de faire les choses différemment, en fait, de ne plus être passif. Oui, je pense que that's a good point. Déjà, une fois qu'ils ont un diagnostic, ils peuvent aller chercher des informations, ils peuvent se lier avec d'autres personnes qui ont eu le même diagnostic, ils peuvent, comme j'ai dit à notre collègue, en parler plus facilement avec des gens autour d'eux. Donc ça leur donne un certain pouvoir où ils se mettent dans les mains du médecin, ils deviennent patients, ils suivent, ils attendent de la médecine un salut qui ne peut pas venir de la médecine seule. Donc en fait, c'est vrai que ça donne du pouvoir ou ça renforce le pouvoir, mais c'est un moment qui est plein de pouvoir et il faut le reconnaître. Ce n'est pas simplement mettre un nom sur une maladie, c'est un moment social très important qui met le malade et le médecin dans leur rôle respectif. Est-ce que c'est un rôle de partenariat ou de subordination? C'est des moments où il faut établir ces choses-là, où il faut au moins réfléchir à l'existence du pouvoir dans ces termes-là. Mais oui, good point.